Si je vous dis un caddie, vous voyez direct de quoi je parle. Sauf qu'il y a un truc que vous savez pas. C'est pas le nom d'un objet, mais d'une marque. Et Caddy, l'entreprise qui pendant des décennies était le seul fabricant de chariots de supermarché en Europe, a fait faillite pendant l'été 2024, après un peu plus de 10 ans de galère. Parce qu'une entreprise qui fait faillite, c'est non seulement des gens qui perdent leur emploi, mais aussi une partie de l'histoire qui met les clés sous la porte. Et c'est intéressant parce que ça traduit souvent une dynamique beaucoup plus large. Par exemple, en 2023, environ 60 000 entreprises ont fermé. C'est le record absolu de notre décennie et ça ressemble plus à ce qu'on voyait dans les années 2010. Bien sûr, c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Alors à la place, on vous emmène faire un tour. Quelques années en arrière, regardez ce sur quoi on a du recul. Les plus grosses faillites d'entreprises. 15 septembre 2008, Wall Street connaît la plus grosse faillite de tous les temps, Les bourses plongent, Paris perd près de 4%. une crise financière à l'échelle mondiale. C'est la crise la plus grave sans doute depuis un siècle. 2008, une année noire pour l'économie mondiale. Faillite, chômage, la première grande crise économique du millénaire. Et parmi toutes ces chutes, il y en a une qui a marqué plus que les autres. Parce qu'ils étaient les plus grands, les plus forts, les plus riches, et qu'ils ont disparu du jour au lendemain. Lehman Brothers. Mais pour comprendre l'origine de cette descente aux enfers, faut qu'on vous explique quelle tête avait l'économie mondiale à l'époque. Vous allez voir, c'est étonnamment simple. Tout commence aux USA vers 2000-2001. À cette époque, pour plein de raisons, les prêts immobiliers, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or des banques et des investisseurs. Tout le monde se met à investir massivement dans des prêts immobiliers éclatés, en donnant de l'argent à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison. Mais on leur prête quand même, parce qu'au pire, s'ils remboursent pas, on revend leur domicile. C'est ça qu'on appelle les subprimes. Et vu que plein de gens peuvent maintenant acheter, il y a plus de demandes, les prix montent et on revend plus cher. Jackpot. À tel point que même les prêts deviennent des monnaies d'échange. C'est un système tellement juteux que ça représentait un quart de tous les crédits américains. Sauf qu'en 2006, la Banque centrale des USA prend une décision qui, sans le savoir, va donner le coup de grâce. Elle monte les taux d'intérêt. Chaque mois, rembourser son crédit coûte plus cher. Trop cher. Du coup, les gens galèrent à payer. Alors les banques saisissent plein de maisons qu'il faut revendre en vitesse. Comme il y a trop de maisons sur le marché, ça oblige à baisser les prix de vente et l'immobilier s'effondre. C'est la panique mondiale. C'est exactement ce qui est arrivé à Lehman Brothers, une des plus grosses banques d'investissement de la planète, une institution vieille de 150 ans. Ils avaient tellement investi dans les subprimes que les milliards d'aides de l'État n'auraient pas suffi à les relever et qu'aucune banque n'a essayé de les racheter. Alors le 15 septembre 2008, après avoir accumulé plus de 600 milliards de dollars de dettes, ils se déclarent en faillite. C'est la plus importante de l'histoire des USA. Les images des employés quittant leur bureau carton à la main vont faire le tour du monde. Ce jour-là, c'est 25 000 personnes qui perdent instantanément leur emploi. Et dans sa chute, Lehman Brothers entraîne les bourses américaines, puis bientôt celles du monde entier, forçant les États à injecter de l'argent dans les banques pour les sauver de la ruine. Encore aujourd'hui, l'impact de ces solutions de dernière chance pour tenir l'économie mondiale debout fait beaucoup de bruit, et les économistes sont rarement d'accord sur le réel bilan. N'empêche que la disparition de Lehman Brothers a à elle seule mis au chômage des millions de personnes, directement ou indirectement. Aux USA, le taux de chômage double tout simplement, et le PIB du pays baisse du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce que dans sa chute, pas mal d'entreprises ont été sauvées in extremis. General Motors, par exemple, qui a longtemps été le plus gros constructeur automobile des USA, a dû quasiment être racheté par le gouvernement américain pour survivre. Gouvernement qui va injecter au total un peu moins de 700 milliards dans les entreprises du pays pour qu'elles restent debout. Argent qu'ils ont aujourd'hui récupéré entre les remboursements et les intérêts. Seul bon côté dans cet océan de catastrophes, ça a forcé les États à adopter des lois pour réguler au moins un petit peu les marchés financiers, comme le fait de forcer les banques à avoir plus d'argent en réserve. Mais ce qu'il faut retenir de la crise de 2008, au-delà de la législation et des chiffres, c'est qu'elle est aussi arrivée parce que l'argent utilisé était complètement déconnecté de la réalité. Mais on peut trouver plus violent, ceux qui ont fait faillite quand on a découvert leurs secrets. Ces tricheurs qui ont perdu gros.
Être endetté, c'est mal vu. Mais les riches adorent ça. Prenez Toyota et Volkswagen. Ils cumulent chacun plus de 200 milliards de dollars de dettes. C'est très loin de ce qu'ils gagnent. S'ils donnaient 30% de leurs profits chaque année, il leur faudrait 30 ans pour rembourser. Pourtant, ce sont des entreprises en bonne santé. La dette permet d'investir et de croître. Alors oui, faut la rembourser à un moment, mais rien vous empêche d'emprunter à nouveau pour payer la dette précédente. Bah oui, une entreprise est théoriquement immortelle. Tout ce dont elle a besoin, c'est que la banque et le marché aient confiance en elle. Et quand c'est plus le cas, c'est la cata. Prenez Enron, une boîte américaine qui était dans l'énergie. Début 2000, c'était la 7e plus grosse entreprise des USA. Le magazine Fortune l'avait élue 6 fois de suite, boîte la plus innovante de l'année. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Et ça, c'est parce qu'ils ont essayé de survendre l'état financier de l'entreprise pour faire monter leur valeur en bourse. D'abord, lors de la signature des contrats, ils comptaient toujours la valeur maximum de ce que ça pourrait leur rapporter. Imaginez que vous achetez une maison et vous estimez que dans 5 ans, elle vaudra 50 000 € de plus. Vous pouvez donc dire « j'ai gagné 50 000 €. C'est hypothétique, mais au vu du marché, c'est raisonnable de penser ça. Sauf que raisonnable, il l'était pas du tout. Ils s'inventaient des bénéfices faramineux. En plus de ça, le directeur financier de la boîte s'était arrangé pour monter plusieurs milliers de sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Il les utilisait pour s'échanger de l'argent et faire de fausses transactions avec Enron. Ça avait la double utilité de permettre de générer du trafic artificiellement, mais aussi de rendre l'argent difficilement traçable, ce qui permettait de faire plein d'emprunts et de se les rembourser en faisant tourner la monnaie. Et à côté de ça, il y a eu aussi quelques embrouilles un peu sombres, genre quand ils ont fait du chantage et du trafic d'énergie en Californie en abusant des législations de l'État. Pour résumer, ils fermaient artificiellement des centrales aux heures de pointe pour créer de la demande et faire exploser les prix. Et si tout ça est devenu un scandale d'État, c'est que, ils étaient protégés. Beaucoup d'employés de la boîte avaient des actions dans l'entreprise, donc ça les arrangeait que les prix baissent pas. Comme c'était devenu les leaders dans plein de secteurs, ils pouvaient mettre la pression aux autres boîtes en refusant de bosser avec elles. Et il y a eu aussi pas mal d'histoires de pots de vin. D'ailleurs, quand le gouvernement américain a commencé son enquête, on a découvert que la société qui s'occupait de la fiscalité d'Enron avait détruit 1,7 tonne de documents comptables. Et juste avant qu'ils arrivent, vraiment c'est pas de chance. Évidemment, dans la panique, tout le monde a quitté le bateau, a vendu ses parts et le cours de la boîte a sombré. En moins d'un an, les actions de la boîte passent de 90 à 1 $. Avant même que la justice ait rendu un verdict, Enron avait mis la clé sous la porte, incapable de rembourser l'argent qu'elle devait. À l'époque, c'était la plus grosse banqueroute de l'histoire des USA. Et ça a continué, car dès l'année suivante, en 2002, c'est WorldCom, la deuxième compagnie téléphonique des USA, qui explose en plein vol et leur chipe le record de la plus grosse faillite. Eux, fin 90, c'était les rois du monde. Ils rachetaient à tour de main des entreprises pour des sommes absurdes, et en bourse, c'était le cheval sur qui parier. Mais ils ont un peu eu le même problème qu'Enron. Pour continuer de grossir, ils devaient continuer de faire monter la valeur de leurs actions en bourse. Alors, quand c'est devenu un peu galère, ils se sont dit qu'ils avaient qu'à mentir à leurs actionnaires. Simple, mais efficace. D'abord, gonfler un peu les chiffres en fin d'année. Comme ça, tout le monde pense qu'ils ont gagné plus que la réalité. Puis, réduire les coûts artificiellement. Par exemple, en déclarant pas les dépenses tout de suite, ou en surévaluant la valeur de leurs actifs. Au total, ils vont gruger 11 milliards de dollars. Et tout ça au nez de leurs investisseurs qui eux étaient super heureux que l'entreprise fasse autant de bénéfices. C'est une comptable de la boîte qui va enquêter et révéler l'affaire. Dans la foulée, la boîte renvoie 17 000 employés et admet être sous 30 milliards de dollars de dettes. Le PDG de la boîte, lui, est envoyé 25 ans derrière les barreaux. Et après de nombreux procès pour rembourser les investisseurs, WorldCom change de nom et survit sous respirateur artificiel quelques années avant d'être racheté. Alors on pourrait en citer d'autres, comme Parmalat et son trou de 14 milliards d'euros. Mais moi, l'histoire de la faillite que je préfère, c'est celle de la plus honteuse des faillites. En 2014, Fortune Magazine affichait Elizabeth Holmes en couverture. Cette PDG est assoiffée de sang. Elle était partout, jusque dans le classement des 100 personnes les plus influentes du Times. Tout le monde l'adorait. Mais personne ne pouvait s'imaginer que quelques années plus tard, elle serait au centre du procès le plus honteux de l'histoire de la Silicon Valley. À 18 ans, elle arrête ses études d'ingénieur chimiste pour lancer sa start-up.
Theranos. L'idée, simplifier au maximum les tests sanguins. Quelques gouttes de sang sur votre doigt et une petite machine est capable de réaliser plus d'une centaine de tests différents. Tout ça quasi instantanément chez votre médecin traitant. C'est une révolution absolue pour tout le secteur médical. Mais ceux qui connaissent le sujet s'en doutent un peu. Quelques gouttes de sang, c'est pas assez. Pour mesurer la glycémie, ça va. Mais par exemple, votre concentration d'hémoglobine peut énormément varier. Puis pour certains tests, faut ajouter quelque chose dans le sang, ou bien passer l'échantillon à la centrifugeuse. Donc impossible de réutiliser la même goutte. Pourtant, un an seulement après avoir monté sa boîte, Theranos avait déjà trouvé plus de 6 millions de dollars d'investissement. Au bout de 10 ans, 400 millions. Alors, je vous laisse deviner, comment avait-elle résolu tous ces problèmes sans même terminer ses études de chimie? C'est simple, elle l'a pas fait. Le talent d'Elisabeth, c'était la communication. Elle était absolument imbattable pour convaincre des investisseurs. Elle parlait avec une voix grave pour avoir l'air plus crédible. S'habillait tout en noir pour ressembler à Steve Jobs. D'ailleurs, elle était complètement obsédée par lui, au point d'engager d'anciens employés d'Apple. Mais derrière les murs du labo, la situation est tendue. Les employés sont incapables de fabriquer des prototypes fonctionnels. On les force à faire des heures sup. Elisabeth va même aller jusqu'à engager une deuxième équipe d'ingénieurs pour les faire s'affronter entre eux. Dès 2006, le directeur financier se rend compte que ça marchera pas. Il conseille à Holmes de changer de discours auprès des investisseurs. Il sera viré sur le champ. Personne n'ose rien dire. Pour faire tenir le mensonge, les démonstrations sont truquées. Les tests réalisés sur des machines fabriquées par d'autres entreprises ou carrément enregistrées à l'avance. Mais le pire, c'est que c'est pas réservé aux investisseurs. Ils utilisent leurs machines défaillantes sur de véritables patients atteints de cancer qui, du coup, ajustent leur traitement à cause de faux diagnostics. Elisabeth va même jusqu'à fabriquer un faux laboratoire quand Joe Biden, qui est vice-président à l'époque, vient visiter les locaux. En 2008, 2 employés réalisent que les projections financières sont basées sur de faux tests. Le conseil d'administration se réunit en urgence et décide de virer Elisabeth de son poste de CEO. Mais, en 2 heures de meeting, elle les convainc de garder sa place. Puis licencie les lanceurs d'alerte sans que personne ne se pose de questions. En 2014, la boîte était estimée à 9 milliards de dollars. En fait, Theranos était trop gros pour tomber, utilisant la crédibilité des investisseurs pour en ramener d'autres. La chaîne de supermarchés Safeway va dépenser 400 millions de dollars pour aménager l'arrivée des machines Theranos, tout ça sur du vent. Sauf qu'à force de repousser la sortie officielle de leur machine, les gens commencent de plus en plus à douter. Plusieurs études démontrent l'impossibilité des technologies de Theranos, et malgré les clauses de confidentialité, des ex-employés parlent. Finalement, c'est John Carreyrou, dans un article du Wall Street Journal, qui va révéler la supercherie. Elizabeth Holmes tente d'étouffer l'affaire, menace de l'attaquer en justice, fait des interviews pour tout démentir, mais c'est trop tard. Après 11 années de mensonges, l'Empire s'effondre. Absolument tout le monde va la traîner au tribunal. Le jugement a été rendu en novembre 2022, elle a pris 11 ans de prison ferme. En plus, il va falloir rembourser les centaines de millions de dollars qu'elle doit aux investisseurs volés. Le montant exact n'est pas encore connu, mais ça va faire mal. Vous vous demandez peut-être pourquoi la plupart des affaires dont on parle sont récentes. Bah ça, c'est dû à la complexification de l'économie. Il y a déjà eu des faillites, voire des bulles spéculatives qui ont explosé dans le passé. Les meilleurs exemples, vous les connaissez sûrement. La Tulip Mania du XVIIe siècle, ou encore la chute de la Compagnie du Mississippi au XVIIIe en France. Mais plus le temps avance, plus l'argent, les entreprises, les banques et les bourses s'entremêlent. Aujourd'hui, plus que jamais, l'économie c'est un réseau complexe où presque tout le monde se repose les uns sur les autres. Alors forcément, quand ça explose, les retombées sont beaucoup plus violentes. Et l'effet domino ne se fait pas attendre.